Eh bien, merci d'être là ce soir pour ce séminaire de transition où nous recevons Santiago Amigorena. Alors, je suis particulièrement heureuse de recevoir Santiago au séminaire de transition pour la deuxième fois. La première, nous avions discuté autour de son roman 1978. En fait, on avait surtout, si mes souvenirs sont bons, je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de relire le compte-rendu que nous avons, le compte-rendu, l'enregistrement, si je me souviens bien, que nous avions publié sur Transition. Nous avions essentiellement discuté de questions d'enseignement, de transmission de et par la littérature aux générations actuelles. Et le titre de 1978 faisait évidemment à la fois référence à 1968 et à la décennie écoulée. Et qu'est-ce que c'était rassemblait, présentait, faisait une fiction autour des lycéens en 78. Alors aujourd'hui, le séminaire, tu es là dans le cadre un peu aussi du séminaire de master que j'ai consacré ce semestre à la question du lien entre amitié, littérature et politique. Alors, le séminaire s'appelle « À nos amis », en référence au livre du Comité Invisible paru à la Fabrique l'année dernière. C'était à plusieurs égards une évidence pour moi de t'inviter. La première, évidemment, d'abord, c'est en raison de notre amitié très ancienne qui n'a cessé, je dirais, à la fois de se suffire à soi-même et de passer par une égale préoccupation commune à l'égard de la littérature et de la politique et de l'amitié. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une amitié, c'est aussi une amitié qui n'a pas arrêté de nous amener à réfléchir sur ce que c'est que l'amitié. Ça fait très longtemps que nous discutons, dans des cadres amicalo-politiques, pourrait-on dire, de l'amitié. De toute façon, on n'a pas besoin de t'avoir lu beaucoup pour comprendre à quel point l'amitié est centrale dans ta vie. D'abord parce que tes récits, et là j'entends tes récits autobiographiques, ceux où les personnages apparaissent sous les noms propres qu'ils portent dans la vie réelle, ces récits évoquent des amis nombreux, dont certains sont là depuis le premier récit ou le second, je ne sais plus. Là aussi, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de vérifier, et qui deviennent peu à peu aussi, je crois, les amis du lecteur. Je voudrais citer à cet égard un passage de l'entretien que tu nous as donné. Enfin, c'était Mathilde Faugère ici présente et Brice Tavline ici présent aussi, qui t'interrogeait, si je puis dire, que nous avons publié sur Transition. Si je rate mon code, ça va prendre un certain temps. Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça, génial. Pardonnez-moi, que je retrouve. Donc c'est Mathilde Faugère qui te pose comme question: comment tes proches ont-ils reçu ce que ton texte semble livrer de toi, d'eux et de tes relations? Jusqu'à quel point la question des égards pour une matière intime, amicale, familiale, amoureuse s'est-elle posée dans ton travail d'écriture? Tu réponds: ce que moi je défends toujours, c'est que quand j'écris sur quelqu'un, je l'aime. Et à ce moment-là, Mathilde te relance, alors je ne lis pas tout, et dit, tu écris d'ailleurs, lorsque tu rapportes en détail, tu évoques le récit d'une dispute avec un ami, Paolo, et que là, quelque chose s'est passé qui était un peu différent. Et Mathilde te fait remarquer que quand tu rapportes en détail votre dispute dans ton livre, je la cite, une phrase en italique pour préciser le mode de réception de ce passage dit « J'ai gravé en ma mémoire ce qui est exprimé dans ce dialogue, je l'expose ici à ma manière ». Et Santiago répond « Cette phrase n'est pas de moi, c'est une phrase que j'aime bien qui vient de l'amitié de Cicéron. Je crois, je ne suis pas sûre, mais quand même c'est donc une phrase de l'amitié. » Donc c'est très évident que la relation aux amis, tu y réfléchis également constamment.
Alors, la chose évidente aussi dans ce passage, c'est que là, on n'a pas de différence entre les liens amicaux, amoureux, familiaux. Alors, je ne sais pas si on reviendra sur cette question. Je ne crois pas que ce soit anodin, en tout cas par rapport à la question du politique. Donc, mais je n'ai pas de question directe là à te poser. Ce qui est sûr, c'est que ça date pas d'hier, l'idée d'élever... L'idée, je ne dis pas que ce soit la tienne, hein. L'amitié, l'idée d'élever l'amitié à la hauteur du lien collectif, comme si toute relation amicale était un microcosme par rapport à, appelons ça, le macrocosme de la communauté d'amis, en quoi, à ce moment-là, devrait consister, par hypothèse, la cité. Alors on pourrait dire cité, on pourrait dire corps politique, on pourrait dire État, peu importe. Peu importe là aussi le terme, de toute façon, c'est vraiment schématisé de façon un peu exagérée, des siècles et des siècles de débats sur ce type de questions. Mais il est de fait que dans l'histoire de la culture occidentale, le croisement entre amitié et politique s'est d'emblée imposé, et du coup il n'a cessé de revenir, j'ai envie de le signaler au passage, y compris en monarchie. Alors même qu'on est dans une relation dite de sujet à monarque, vous avez le monarque et le sujet, il n'empêche que les sujets entre eux sont supposés entretenir un rapport d'amitié. Alors, je disais donc que l'amitié s'impose à propos de ce que tu écris, non seulement en raison de ces amis qui reviennent dans tes récits, mais aussi parce que, comme tu l'écris explicitement dans ta présentation des Enfants Rouges, tu associes politique et amitié et création. Alors là, il ne s'agit pas de littérature, il s'agit de cinéma. Et je voudrais relire les deux passages où tu le fais. Les Enfants Rouges est né du désir de savoir si, en travaillant avec d'autres, il m'était possible de sentir ce que je ressens seul lorsque j'écris. Mais le but n'était pas de plier mes collaborateurs à mes caprices, fussent-ils des caprices amicaux. Le but était, sans scénario préalable, de faire naître des images et des sons avec eux. Le but était de ne pas être guidé par des idées mortes, échues dans un passé lointain sur le papier, mais par des envies vivantes, partagées. Et la dernière phrase, s'il demeure sur l'écran de véritables traces de l'aventure que nous avons vécue ensemble, si on y voit ce qu'une forme d'amitié peut contenir de politique, dans la meilleure des acceptions de ce terme, si un peu de cet amour singulier qu'on partage lorsqu'on travaille réellement ensemble y est présent, alors tout n'est sans doute pas perdu. Toujours dans la déploration de ce que je n'ai pas eu le temps de faire, je n'ai pas eu le temps de revoir le film, mais je l'avais vu 2 fois. Et c'est ici que le lien avec notre séminaire est peut-être le plus évident. Dans Les Enfants Rouges, le personnage de David, alors pardonne-moi si je ne peux pas le nommer autrement que par cette périphrase, c'est elle qui me paraît exacte, car ici, de toute façon, au-delà du personnage de David, le traitement du nom propre me paraît différent de celui qui est le sien dans tes récits. David est aussi le personnage d'une fiction politique un peu étrange, sur laquelle je vais revenir, puisqu'il est tué. Donc, dans Les Enfants Rouges, ce personnage lit un passage de l'insurrection qui vient du comité invisible. Mais, comme je viens de le dire, il va être tué plus par... tout à l'heure. Tu parleras tout à l'heure. Je note tué. La preuve qu'il n'est pas tué, c'est qu'il est là. Et non, mais justement, moi j'étais en train de dire que c'était la preuve qu'il s'agissait de fiction. Non, bon, donc ça c'est un... Mais bon, ça a peut-être un rapport. Hein, peut-être que ça en a un, justement. Alors, donc je disais, mais il va être tué plus par désœuvrement que par jalousie, ou alors plutôt par envie que par jalousie, par le personnage de Jonathan, donc je dirais aussi le personnage de Jonathan, quand le personnage de Jonathan découvre que le personnage de David et le personnage de Garance s'aiment, ou plutôt que le personnage de David est nettement engagé, amoureux du personnage de Garance. Donc, on peut se demander s'il ne s'agit pas là, à la fin des Enfants Rouges, du meurtre et de l'amour et de l'amitié politique.
il y a quelque chose d'assez sombre dans ce film, à mon avis, de façon très, très inverse à un film de Santiago que j'aime énormément, qui est Another Silence. Et ce quelque chose de très sombre, je l'ai retrouvé dans Mes derniers mots, récit que l'on peut dire apocalyptique, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose au fond d'apocalyptique aussi dans Les Enfants rouges, c'est-à-dire s'agit-il de montrer une espérance morte. Alors, dans Les Enfants rouges, l'espérance se poursuit autour du personnage de Garance et de la longue, c'est pas, le mot fuite n'est pas vrai, le mot errance n'est pas vrai, le parcours, l'espèce de voyage dans Paris en vélo du personnage de Garance. Bon, apocalyptique, j'avais écrit en ayant complètement oublié l'exergue, les deux exergues de Mes derniers mots. Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort, que pour jouir chaque jour à nouveau de la chance d'être là, ridicule, mais toujours debout. Donc ça, c'est une phrase de Günther Anders et Proust. Cependant, l'horizon recule et le monde qui semblait fini recommence. Ce qui m'a frappé en relisant l'entretien donné à Transition, je ne sais pas si c'est un rapport direct, mais là, je ne peux pas m'empêcher de le signaler, c'est un passage où tu parles d'un dernier récit que tu as écrit, ou cette fois-ci c'est les récits que j'appelle autobiographiques. Je ne sais pas si Brice et Mathilde s'en souviennent. Tu dis, j'ai déjà écrit un texte sur la mort du narrateur, parce que la partie qui suit cette partie-là, une vieillesse discrète, au moment où je l'ai formulée il y a 20 ou 30 ans, elle ne s'apparentait pas du tout à quelque chose qui était réel, même si aujourd'hui, malheureusement, ce qui est écrit commence à me ressembler. J'aimerais bien... Alors, bon, le narrateur, il meurt à 124 ans, et c'est l'avant-dernier être humain à mourir. C'est un livre apocalyptique, il est pratiquement fini, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de le publier. Alors, bon, dans Mes derniers mots, il y a effectivement un personnage qui meurt à 124 ans. Ce n'est pas le narrateur. C'est mon narrateur. C'est le narrateur de mes autres livres. Voilà, c'est ça. Ça saute pas aux yeux parce qu'il s'appelle William Shakespeare. Mais, comme tu le dis... Comment ça saute pas aux yeux? Excuse-moi. C'est un surnom qu'on lui donne pour ceux qui C'est ce que j'allais dire. C'est un surnom de Page moqueur. 91-92, en fait, on apprend que tous les noms de cette fiction sont des noms donnés par d'autres personnages. Donc, en fait, cette fois-ci, on est en face d'aucun nom propre exact. Je me souviens qu'il m'a donné un nom, dit le narrateur, qui a été surnommé par William Shakespeare Bellarmin. Je me souviens qu'il m'a donné un nom, comme Yorgos lui avait donné un nom. Voilà, donc à l'issue de mes derniers mots, la question de savoir si le monde recommence fait problème, à mon avis. Et je voudrais simplement enchaîner sur 2 ou 3 choses concernant mon malaise sur ce livre, dont tu n'apprends rien, on en a déjà un peu parlé. C'est un livre qui m'a un peu mise en colère. Pourquoi ? Il est assez, même parfois extrêmement envoûtant. Pourquoi ? À cause des anaphores. Il repose de façon extrême sur l'anaphore. Par exemple, il y en a une qui dure de la page 72 à la page 78. Ça commence tout de suite l'anaphore, mais je vais simplement lire un passage comme ça. On m'a dit qu'avant ma naissance, les problèmes étaient toujours locaux et les solutions envisagées toujours globales, c'est-à-dire inapplicables. On m'a dit qu'en cet âge lointain, l'écologie allait simplement remplacer le colonialisme, etc. On m'a dit qu'avant ma naissance, les enfants ne naissaient pas du ventre des femmes. On m'a dit qu'on avait inventé des machines pour les remplacer. On m'a dit qu'avant ma naissance, les enfants ne portaient pas de masque dans les rues des villes, etc. Je ne vais pas en lire davantage. Donc il y a... En fait, ces remarques, elles ont un but, c'est de te poser comme question la question de ce livre-ci fonctionnerait-il à la manière, non pas de la littérature, mais de ce que Jean-Luc Nancy appelle le mythe, et c'est pour ça que je vous ai préparé ce petit passage de Jean-Luc Nancy sous forme photocopiée. Et ce qui me fait me poser la question, c'est le côté envoûtant de l'anaphore
et le côté très assertif, très sentencieux d'un certain nombre de propositions de ce livre qui procède, où le récit procède par proposition. Au fond, peut-être qu'il suffit que je relise cette phrase. On m'a dit qu'avant ma naissance, les problèmes étaient toujours locaux et les solutions envisagées toujours globales, c'est-à-dire inapplicables. Alors, en relisant tout à l'heure, je me suis prise à me faire à moi-même l'objection qu'en termes strictement techniques de littéraire, il n'y a pas tellement de sentences que ça, mais il y a une tendance à la sentence. On ne va pas s'étendre sur le décryptage du passage avec des outils méthodologiques qui nous indiffèrent un peu. Il y a une tendance à la sentence très répétitive et très portée par cet anaphore. Voilà, donc on est sous le poids non seulement de ce qui arrive, qui n'est pas gai, mais de la façon dont est assertée toute une série de choses sur le monde. Je voudrais quand même peut-être lire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le tout début, un passage du tout début, parce que vous allez voir comment ça consonne. L'humanité a vécu, et puisque moi, qui suis le dernier, je ne le peux, personne jamais ne pourra affirmer avec certitude si sa fin fut le fait du grand tremblement, de la seconde crise alimentaire, de la fonte des glaces, des grandes inondations qui l'ont suivi, de la crise ontologique des années 50, de l'agression médiatique qui l'avait précédée, de l'échec de la pollinisation universelle obligatoire, de ces premières migrations de masse venues d'Asie qui ont eu lieu bien avant, de la délétion de la spermatogénèse, du virus qui s'est propagé après ou peut-être pendant cette guerre déclenchée à la suite de cet attentat ou de ces attentats qui ont suivi cette autre guerre qui elle-même n'était que la suite des nombreuses guerres et des nombreux attentats qui, à partir d'un incertain moment de l'histoire de l'humanité, n'ont jamais précisément commencé, ne se sont jamais précisément arrêtés. Personne ne pourra. Et puis, ça recommence in extremis, alors que le dernier homme va mourir, et cela recommence à l'aide d'un mythe, alors d'un mythe au sens cette fois-ci de la mythologie, pas au sens où je vais lire Nancy, parce que soudain, le narrateur, qui est au dernier moment de sa vie, le dernier homme, par conséquent, voit surgir un centaure. Et c'est donc à ce moment-là qu'on comprend que cela va recommencer. Et voilà, je voulais donc simplement t'interroger sur, je dirais, l'horizon de ce livre. S'il faut le lire comme un mythe, veut-il réunir autour de lui? Comment veut-il réunir autour de lui les lecteurs? Au fond, c'est ça ma question. Pour faire simple, comment ce livre, contrairement aux autres à mes yeux, comment ce livre veut-il réunir autour de lui les lecteurs? Comme des amis, mais ça la question, je pourrais te la poser déjà des autres. Mais qu'est-ce que c'est que réunir des lecteurs comme des amis? Est-ce que ce n'est pas les réunir plutôt comme des frères, c'est-à-dire comme pris dans une cohésion telle qu'on ne peut plus jouer librement avec le texte. C'est pour ça que j'ai insisté sur le côté envoûtant, le côté sentencieux, le fait qu'à l'extrême fin, l'issue, le salut vient d'un mythe. Et donc je vais simplement terminer en lisant seulement le passage, le début du texte de Nancy. Nous connaissons la scène. Il y a des hommes rassemblés et quelqu'un qui leur fait un récit. Ces hommes rassemblés, on ne sait pas encore s'ils font une assemblée, s'ils sont une horde ou une tribu, mais nous les disons frères parce qu'ils sont rassemblés et parce qu'ils écoutent le même récit. Je passe un passage, ils n'étaient pas rassemblés avant le récit, c'est la récitation qui les rassemble. Avant, ils étaient dispersés, c'est du moins ce que le récit parfois raconte, se côtoyant, coopérant ou s'affrontant sans se reconnaître. Mais l'un d'eux s'est immobilisé un jour, ou peut-être est-il survenu comme revenant d'une absence prolongée, d'un exil mystérieux. Il s'est immobilisé en un lieu singulier, à l'écart, mais en vue des autres, un tertre ou un arbre foudroyé, et il a entamé le récit qui a rassemblé les autres. Et il y aurait quelque chose de William Shakespeare, pour moi aussi, de ce personnage, de celui qui rassemble et raconte. Je saute pour simplement lire ce passage. Je crois que c'est à la fin.
sauf que je ne retrouve pas le passage où il dit que le mythe du mythe, puisqu'il appelle ça le mythe du mythe, il est indissociable d'une idée mythique de la communauté. Voilà, c'est ça. Le mythe est avant tout, c'est page 122, le mythe est avant tout une parole pleine, originelle, tantôt révélatrice et tantôt fondatrice de l'être intime d'une communauté. Voilà. On est mal barré. Tu veux dire que tu vas te bagarrer? Non, pas du tout. Non, bon, il y a quelque chose d'un peu particulier à parler de ça avec Hélène. Parce qu'effectivement, je pense que ça fait au moins 20 ans qu'on traîne ce débat et que il a pris plusieurs formes dans nos dialogues. Ça me semble un très bon moment pour essayer de mettre quelques... j'essaierai, moi, de mettre quelques limites possibles à ma pensée, alors que par rapport au moment où on a commencé ces discussions, je crois que ça m'est apparu très clairement, quand tu parlais, comment, dans ce livre, dans Les Enfants Rouges, en fait, j'essayais de toucher des choses qui sont contradictoires avec ce que je pense, donc plutôt d'essayer d'explorer les limites de ce que j'ai établi avant dans d'autres livres. D'ailleurs, je me souvenais pas, quand on a décidé de parler de ça, mais le deuxième livre que j'ai publié, qui s'appelle Une jeunesse à faune, donc qui est le premier livre où apparaît Daniel, il est, je pense que même le 4e de couverture doit parler de ça, c'est, je dis comment je découvre, donc le narrateur qui porte mon nom dans mes livres découvre la politique et l'amitié en même temps à l'âge de entre 11 et 12 ans en Uruguay, donc dans une situation politique particulière, mais donc c'était bien avant à nos amis, mais bien avant c'était bien avant le premier numéro de la revue de Tikkun, donc bien avant qu'on parle de tout ça. Mais c'était un moment où on parlait beaucoup des trois communautés, Blanchot, Nancy, Agamben. Donc voilà, bon, c'est juste pour dire que le sujet m'a semblé très vite très important. Donc c'est vraiment, je pense, l'objet absolu de ce livre-là. Et en même temps, le souvenir que j'ai, c'est que dans ce livre, je mets une limite qui est très très claire. C'est que, pour faire un espèce de schéma un peu simple, l'amour et l'écriture sont d'un côté, l'amitié et la politique de l'autre. Tu parles du second livre, là. Du second livre. Mais je pense que c'est même dans nos discussions à l'époque, et même dans les... je n'ai pas lu ni le livre de Nancy, ni celui de Blanchot, ni celui d'Agamben depuis 20 ans. Mais je pense qu'on avait déjà ce type de discussion où moi, j'ai toujours placé l'amour dans une forme de fermeture, disons, de relation de fermeture, où l'horizon commun disparaît, alors que dans l'amitié, l'horizon politique, pour moi, ne disparaît jamais. Et que c'est la même... c'est mon expérience de la littérature, en tout cas, est complètement de ce côté-là. Donc, je résume d'une manière un peu rapide aussi ce que j'écris. Donc, en fait, j'écris un seul livre, je publie des morceaux de ce livre, et le corpus principal du livre, c'est des textes donc, où le narrateur s'appelle Santiago Amigorena. Ça suit d'une manière chronologique ma vie, avec autant de fiction que de faits que les gens qui me connaissent pourraient prendre pour de la réalité. Donc je n'établis aucune différence entre ce qui est un souvenir et une invention. Je pense que c'est
la littérature, pour moi, doit se placer au-delà de ça. Donc, je déteste qu'on me parle d'autofiction. Et à un certain moment, d'une manière un peu frivole, je dirais, j'ai commencé à écrire d'autres livres que j'appelle des annexes. 1978, un livre qui est paru il y a 1 an et demi qui s'appelle Des jours que je n'ai pas oubliés, et Mes derniers mots, qui sont des annexes dans le sens où c'est tous des livres qui ont un narrateur qui est assez clairement défini et qui parle du narrateur principal de mes autres livres. Donc, mais sans donner de nom. C'est-à-dire que le William Shakespeare, le surnommé William Shakespeare de ce livre, c'est mon éternel crapaud graphomane, comme je l'appelle, Santiago Amburenal, les autres livres. Et en général, dans ces livres-là, comme dans Mes derniers mots, j'écris un peu contre moi-même. C'est-à-dire qu'en commençant à écrire ce livre, je savais qu'il y avait quelque chose d'absolument irrésolu dans ma pensée sur l'Apocalypse. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait un récit apocalyptique qui mérite vraiment d'être dit. Je ne sais pas si depuis toujours, aujourd'hui. En tout cas, il y a très clairement le désir d'aller contre tous les récits apocalyptiques extrêmement commun de notre époque, surtout dans le cinéma. Donc, le passage que tu as lu, qui énumère toutes ces raisons, c'est en gros pour se moquer de tous ces récits qu'on fait, où il y a une raison très claire qui peut finir avec l'humanité. Et un autre côté moqueur, c'est que, évidemment, l'Apocalypse s'est résolu par l'éternel retour, donc, qui est... avant l'apparition de Centaure, il y a un poème que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, qui est de Borges, qui commence par les ardus, le sable, les ardus élèves de Pythagore. Hélène pourra vous le lire tout à l'heure. Je suis pour. Donc voilà, donc c'est très clairement une manière pour moi de me confronter à quelque chose que je n'ai pas résolu, et j'ai plutôt tendance à ne jamais assumer ces livres qui s'appellent des annexes. Je n'aime pas en parler, j'aime bien qu'on ne les aime pas, donc voilà, mes meilleurs amis ne les aiment pas. Mais à partir de là, c'est vrai que la question que tu poses sur est-ce qu'un livre doit former une communauté d'amis, c'est pas la question que je pose, parce que si je la posais, ce serait une assertion. je saurais ce que, enfin, je serais prête à dire oui, et moi c'est non. Donc c'est absolument pas mon point de vue. C'est est-ce que pour toi, enfin, plus exactement la question que je posais, c'est quel type de lien un tel livre et les autres aussi, s'il y en a un, si tu en penses un, vise-t-il à établir avec ses lecteurs? Moi, je serais capable de répondre à qu'est-ce que En tant que lectrice, tu pourrais répondre. Je pourrais répondre à plusieurs. En plus, ce serait la même, mais je pourrais varier en fonction de comme lectrice, comme écrivain, comme commentatrice. En gros, c'est les trois positions. Voilà. C'est pour moi la même, mais évidemment, je ne la dirais pas tout à fait de la même manière. Mais peut-être, je ne sais pas. Excuse-moi, simplement, je voudrais encore préciser ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je te la pose comme écrivain parce que, à mes yeux, comme commentatrice de ton livre, je saurais comment faire pour que ce livre ne soit pas un mythe et ne constitue pas une communauté d'amis au sens mythe de frères. Plutôt. On va dire communauté de frères au sens où Nancy le dit. Voilà, je saurais comment faire. Donc il ne me l'interdit pas formellement. D'abord parce que je le critiquerais. Je commencerai par dire je ne suis pas contente. Voilà, il te laisse cette possibilité. Il me la laisse. Bon. Puis
Puis je finirais peut-être par... J'ai eu du mal, hein, quand le côté moqueur, tout à l'heure j'ai envie de te reprendre, mais je finirais peut-être par l'entendre, le côté moqueur. Tout le monde sait ici tous ceux qui me connaissent savent qu'avec le côté moqueur, j'ai parfois beaucoup de mal. C'est pas le plus évident pour moi. Mais bon, et donc je l'entendrai. Le centaure, quand même, bon, je me doute que c'est un peu... Ou que justement, on n'est plus dans la vérité, le centaure, ça existe. Bref, je saurais comment faire. Ouais. Mais c'est une autre question que celle qui fait que quand on écrit, on peut très consciemment ou volontairement faire en sorte que ça ne puisse pas arriver, la communauté soudée. Faire en sorte, on peut rater, on n'est pas maître des effets, on n'est pas maître de la totalité des effets, mais on peut limiter ce danger. Et donc c'était plutôt cette question-là que je te posais. Est-ce que c'est un danger pour toi ? D'abord, est-ce que tu es d'accord avec Nancy ? Parce que, pour revenir, Blanchot et Nancy, c'est pas pareil. Et Blanchot, pour revenir à tout à l'heure ce que tu disais, pour lui, il n'y a pas d'amour qui se referme sur lui-même. Pour Blanchot, il n'y a pas de privé, en fait, chez Blanchot. Il n'y a pas de privé, il n'y a pas d'amour, il y a le collectif des amis. Et finalement, à l'extrême fin, Nancy a fini par lâcher, si je puis dire, ce que moi j'ai compris qu'il disait déjà dès la communauté des œuvrés, à savoir que la communauté de Blanchot, on est en plein dans le mythe. Il a beau parler contre le mythe, c'est un mot, il parle contre le mythe, mais il parle contre le mythe d'une manière qui est parfaitement mythante ou mythifiante, pour reprendre l'expression de Nancy. Voilà. Et donc, voilà. Bon, évidemment, c'est la tâche beaucoup plus difficile de parler comme écrivain et pas comme commentateur. Je vais essayer de donner un exemple, parce que pour revenir au fait que je tue ton fils dans mon film. Ce qui ne m'a pas fait plaisir. Ça va te faire plaisir. Non, ce qui ne m'a pas fait plaisir. Ah oui, ce qui ne t'a pas fait plaisir. Je comprends. Pourquoi j'essaie de séparer ce que c'est pour moi l'écriture et le cinéma aussi, parce que je pense que là, sur ça, on tomberait plutôt d'accord. En 1978, je ne vais pas arriver à le citer par cœur parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais en gros, je donne une définition de la littérature qui n'est pas de moi, de ce que c'est être écrivain, qui, en gros, c'est lorsque j'écris, je me sens justifié. Je pense, au-delà de la valeur de ce que j'écris, j'accomplis mon destin d'écrivain. Et si quelqu'un, c'est plus ou moins ça, si quelqu'un venait me dire que ce que j'écris n'a aucune valeur, que tout sera oublié, je ne prendrai pas cette nouvelle avec joie, avec satisfaction, mais je continuerai d'écrire. Pour qui ? Pour moi-même, pour personne. Donc c'est une réponse de Borges à pourquoi il écrit. Donc pour moi, c'est très clairement ce que j'ai toujours considéré, que je n'écrivais pour personne. Je pense que j'essaie de l'affirmer le plus possible dans tous mes livres. Le livre où je l'affirme le moins, c'est Mes derniers mots, et dans toutes les années, beaucoup moins que dans mes autres livres. Et quelque chose, je pense, avec quoi on serait tout à fait d'accord tous les deux, c'est que pour moi, le propre de l'écriture, c'est de proposer des lectures différentes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a littérature quand on donne la liberté de lire comme on veut. D'ailleurs, un autre sujet vieux de débat, mais bon, qui peut être une petite parenthèse sur ça, c'est que une des choses qui, moi, m'a fait beaucoup aimer Agamben, que tu lis d'une manière, je pense, assez différente de moi, c'est donc ce propos de réconciliation de paroles poétiques et paroles philosophiques. Et je ne sais pas si tu te souviens je pense que c'est dans Le langage et la mort, il y a un long passage sur les je crois que ça s'appelle Shifter en allemand, les petits mots. Embrayeur. Où, en gros, voilà, il définit comment, dans un poème, comment le propre de la poésie, il ne doit pas du tout le dire comme ça, et aussi c'est une très vieille lecture, ce n'est pas de dire le mot à l'homme, mais ce mot à l'homme, ce coucher de soleil. Et que le ce coucher de soleil,
implique une position du narrateur où il demande qu'on adhère à sa vision individuelle en donnant la liberté de se l'approprier comme on veut. Bon, c'est juste une parenthèse. Je pense que dans le cinéma, moi j'ai toujours conçu le cinéma comme opposé à ça. J'ai toujours pensé que le cinéma ça venait du théâtre, et donc c'était un événement politique, c'était un acte politique dans la cité, il y a une représentation. Évidemment, aujourd'hui, c'est un peu absurde, parce que personne ne fait des films pour que le moment important de la vie du film soit le moment où il est montré. Mais disons que le propre du cinéma, pour moi, était politique, dans le sens où il demandait à ce que les gens regardent ensemble quelque chose dans un moment précis. Donc ça crée un événement dans la cité. L'exemple que je voulais donner sur comment, dans le cinéma et dans ce film Les Enfants Rouges, où j'essaye aussi d'interroger quelque chose que je n'ai absolument pas de réponse, qui est d'une certaine manière comment l'amour peut aussi devenir politique, parce que c'est ça la relation entre le personnage de David et le personnage de Garance, comment on peut sortir de l'amitié et faire de l'amour aussi quelque chose de politique, ou comment on ne peut pas le faire, mais en tout cas de supposer que ce serait possible. La manière de donner, disons, une liberté de lecture différente, c'est que le moment où David, le personnage de David, se fait tuer, ça a été une des très très longues discussions. J'en profite parce qu'il y a non seulement le personnage de l'acteur qui joue le personnage de David, il y a aussi l'acteur qui joue le personnage qui donne le pistolet avec lequel le personnage de David se fait tuer, qui est Christophe, qui est aussi producteur du film. Et Christophe s'en souvient peut-être, mais au moment où on montait, après on mixait, on faisait le montage son, on mixait le film, il y a eu une sorte de très longue discussion, et moi une très longue hésitation sur l'intensité du coup de feu. Et le coup de feu qui tue le personnage de David est un coup de feu extrêmement irréel, extrêmement lointain, qui n'a pas du tout la réalité de tout le son qu'il y a avant. Et pour moi, dans ça, il y avait une sorte de... je voulais que ça aille jusqu'à la possibilité de... Est-il mort, n'est-il pas mort? Donc, parce que je ne pense pas que la mort de ce personnage dans la fiction ait un sens... je ne pourrais pas endosser le sens que ça prendrait si c'était sans ton feu. Donc, c'est un peu une figure de style, et je ne dis pas du tout que c'est réussi, hein, quand on voit le film. C'est exactement ce qu'on ressent, mais en tout cas c'était le désir. Je peux te demander de préciser, tu veux dire, tu ne pourrais pas endosser le sens que ça prendrait si ça le tuait? C'est-à-dire que le sens de la fiction, c'est compliqué de parler, comme c'est une fiction qui est faite, vraiment, on a fait le film ensemble sans aucune... c'est toujours des mots stupides quand on pense là. Il n'y avait pas de scénario, mais il n'y avait pas non plus d'histoire. C'est-à-dire que c'est à partir des images, moi j'écrivais une voix off, je racontais ce qui se passait en ayant les images sous les yeux. Donc, je n'aurais jamais pu écrire une fiction où, en tout cas, à mon avis, ça n'aurait pas été un bon scénario d'écrire une fiction où, au début, il y a un personnage qui achète un pistolet, à la fin, il tue avec ce pistolet un autre personnage par jalousie. C'était pas le cadre. Bon, on peut faire évidemment de très bons films avec n'importe quelle histoire, ça ne dépend pas tellement de l'histoire que le film soit bon ou pas, mais c'était pas du tout le but de ce projet-là. Donc c'est dans ça que je dis que j'ai tout fait pour que ce ne soit pas, qu'elle soit montrée comme non assumée dans la réalité du film. Et ce que tu as appelé je sais pas quel mot t'employer, la promenade, disons, du personnage de Garance après en vélo, comme
d'une certaine manière le centaure dans mes derniers mots, pour moi c'est finir sur quelque chose qui me semble absolument optimiste. C'est-à-dire que le film finit sur une phrase de René Desforêts, je pense d'un optimisme absolu, vu qu'en gros il nie la possibilité qu'on soit incapable de limiter une puissance qui elle-même s'assume comme utopique. Donc pour revenir à ce que ce livre-là peut ou se propose de... Non, je pense que non, je sais pas. Dans mes livres, je dirais que c'est celui qui malheureusement le fait le plus. Et je le regrette, excusez-moi. Et ça m'amuse de penser que j'ai dit à l'époque à Mathilde et à Brice que j'hésitais à le publier, parce qu'effectivement... Ah, parce que c'est celui-ci? Bien sûr, bien sûr. Bah oui. Ah non, parce que c'était pas clair pour moi. Ah si, bien sûr, c'est celui-là. Non, c'est ce livre-là. Bah, qui était d'abord, écrit c'est le même titre. Hein? Tu as changé le titre? Non, parce que les annexes ont toujours eu des noms d'années. Donc à l'époque, ça s'appelait 2086. Moi, j'avais compris que tu avais d'une part un livre qui terminait le récit autobiographique, puisqu'il s'appelle La vieillesse discrète. Oui, donc c'est dans la série. Ouais. C'est dans la série une enfance. Le premier, c'est une enfance laconique. Une enfance laconique, une jeunesse aphone, une adolescence taciturne. Donc voilà, une vieillesse discrète. Oui. Et ça finit pas la vie. Ça s'arrête au moment où le narrateur commence à écrire. Là, c'est la lectrice, je peux dire professionnelle. Le narrateur, il meurt à 124 ans. Oui. Mais là, c'est pas le narrateur. Si, c'est le narrateur de mes livres. C'est Santiago Amigorena. C'est là où il y a une... Donc après, évidemment, Brice et Mathilde ont mal transcrit ma pensée. Mais... Moi, c'est le narrateur de mes livres qui meurt. Donc parmi toutes les annexes, il y a une annexe qui s'appelle 1780. Donc ça excède très largement le cadre qui va d'une enfance laconique à une vieillesse discrète. Ah non, moi j'avais compris donc que c'était l'annexe de ce livre. Mais non, c'était pas non, c'est ce livre-là qui est une annexe. Enfin, c'est de la pure curiosité de ma part, hein, mais avec quelque chose qui me chiffonne dans la façon dont tu le présentes à Brice et à Mathilde. Tu veux dire qu'il était fini, que c'est le même, que c'est celui que tu as publié là? Oui, en fait, ces livres-là, je les ai... il y a une autre annexe qui s'appelle 2013 et qui raconte le tournage des Enfants Rouges que j'ai fini il y a 2 ans. Et je me décide toujours pas de le donner à mon éditeur parce que je suis pas sûr que j'ai envie de le publier. Tu pourrais me le donner avant, peut-être. je vois me dire oui. Mais bon, bref, je pense que je ne sais pas jusqu'où on pourra aller dans ce débat-là, mais la place qu'on donne à la littérature et à la langue dans la littérature, effectivement, est très différente. Donc elle nous partage que ce qui pourrait venir clarifier cette discussion qu'on a depuis 20 ans, c'est peut-être d'autres parallèles possibles qui est une séparation entre amour et amitié. Ça ne partage pas. Non, justement. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je présume que vous avez des questions à poser, des réactions, soit sur le texte de présentation des Enfants Rouges, soit sur ce livre. J'ai une question sur ce que Santiago a dit pour le film et la création du film. Donc, tu as dit que vous étiez parti des images, peut-être une question à toi et aux images David, et que ensuite
tu avais créé une histoire un peu avec ces images de ta voix. Je me demandais si, je suppose que c'est lié au travail en groupe et l'idée de travailler en groupe. Je me demandais comment vous choisissiez ces images, comment un peu pratiquement tout ça s'était mis en place dans le travail collectif. Non, c'était pas très collectif. Je dois l'admettre. Non, c'est quand je dis dans la présentation du film que j'essayais de voir si je pouvais éprouver la même chose que j'éprouvais avec l'écriture. C'était aussi par rapport à une forme de solitude. Mais pour moi, le parallèle, il est plus dans le fait que, effectivement, quand j'écris sur des amis, même sur ce personnage de Paolo, avec qui je me dispute, qui est un ami que je ne vois plus, et la dispute était absolument politique à l'époque, je ne pourrais pas écrire si je ne sentais pas de l'amitié au moment où j'écris. Et dans le film, malgré le fait que j'ai utilisé des gens sans leur donner un statut semblable au mien, parce qu'ils ignoraient... je faisais ce que fait n'importe quel metteur en scène, sauf que moi-même, je ne savais absolument pas ce qu'on faisait. Donc, je ne sais pas si ça crée peut-être un partage un peu plus grand. Je ne suis pas sûr, si je leur demande. Pour moi, c'était très nouveau et je pense que c'est assez. Oui, c'est pas une manière de faire très commune. C'est-à-dire que David, parfois, je demandais de tourner un truc où il lisait un passage de l'insurrection qui vient. Je n'avais pas la moindre idée si on écouterait sa voix. Finalement, on écoute un peu, après une voix off par-dessus. Je ne savais pas si ce serait... Je ne savais jamais si c'était des images qui seraient plutôt au début, plutôt à la fin. Sauf, évidemment, peu à peu, quand les choses ont commencé à s'organiser. Mais voilà, ça c'est par rapport à ma longue vie de scénariste, où j'avais envie d'essayer de voir qu'est-ce qui se passait si on faisait exactement le contraire. Si on faisait des images d'abord et on inventait une histoire ensuite. Une question sur... en fait, il y a une binarité assez claire que tu poses à travers toute ton œuvre entre... Donc, on aurait d'un côté la question de l'amour et de l'écriture, et pour ce qui est de ton personnage, Santiago Amigo Rena, à chaque fois c'est des amours hétérosexuels, donc. Et l'amitié, la politique, le cinéma de l'autre côté. Et dans tout ce qui est en tout cas les récits, les romans qui racontent la jeunesse de ton personnage, c'est très très souvent des amitiés de bande de mecs, quelque chose qu'on retrouve dans le scénario du Péril Jeune d'ailleurs, ce côté. Et du coup, est-ce que dans une certaine mesure, chercher à faire rentrer l'amour dans la question de l'amour hétéro dans le cinéma, et le relier à la question de l'amitié et de la politique, est-ce que c'était pas une manière de secouer cette dissociation-là entre l'intérioriser et un certain rapport au féminin qui relevait du privé et la politique qui est... Parce que c'est des trucs qu'on a interrogés parfois à Transition. Cette manière de faire de l'amitié le ciment de la politique, c'est quelque chose qui est très très souvent assez viriliste en fait. Donc du coup, est-ce que c'était une manière parce que tu dis que tu allais te chercher là où tu t'attendais pas en fait en faisant ça, est-ce que c'était par rapport à ça aussi ou pas? Tu veux dire au moment de faire les enfants rouges ou en général? Non, au moment de faire les enfants rouges. Oui, mais encore une fois, c'était absolument pas conscient. C'est-à-dire que tu connais bien l'histoire des enfants rouges. J'ai commencé à faire un film où il y avait un personnage à qui on donnait une arme dans un café. Je ne savais pas du tout si c'était la fin ou le début du film, ce qu'il allait faire avec ça. Et tout d'un coup, au bout de... Quand j'avais, une dizaine de minutes d'image, je me suis dit que ça commençait à être ennuyeux de suivre ce garçon. Donc, je me suis dit, ce serait bien qu'il croise une fille dans le métro. Et je demandais à la fille de jouer. Et après, je trouvais que la fille était une meilleure comédienne. Donc, je commençais à tourner avec elle. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait bien qu'un autre garçon. Donc, tu es arrivé dans le film. Il n'y avait rien de prévu. Mais en tout cas, ce que ça m'a amené à interroger, effectivement, c'est quelque chose
que j'avais, je pense, partagé plutôt clairement, surtout dans ce deuxième livre qui s'appelle Une jeunesse aphone. Mais je n'ai pas participé aux transitions qui interrogeaient cette place, et je trouve sympathique que tu aies prononcé le mot d'amour hétérosexuel, parce que quand je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres où je parle de ce que c'est l'homosexualité, en général pour dire des choses où je me fais taper sur les doigts, surtout par mes parents psychanalystes. Et je sais pas, peut-être ça rejoint cette place du centaure, où pour moi l'homosexualité, comme le centaure, dont on pourra parler plus de la figure elle-même du centaure, c'est vraiment c'est un mot un peu méchant, mais c'est des impensables de notre époque. Je ne vois pas les armes qui nous permettraient de penser ces choses-là. Je pense qu'elles sont chargées de beaucoup trop de siècles de voiles, disons, qui empêchent de savoir d'où ça vient. Je ne vais pas lancer des débats, surtout sur l'homosexualité, qui est un sujet un peu facile pour les débats. Mais... Vous vouliez poser une question? Oui, en fait, je m'étais interrogée sur le fait que vous disiez que vous deviez écrire les personnages dans l'amitié, par l'amitié. Et donc, les personnages éventuellement négatifs, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pas un choix, c'est-à-dire qu'il ne me donne pas envie d'écrire. Et donc, ça parle que de personnages que vous aimez quand même. Dans le cinéma, je fais la même chose. J'ai écrit donc beaucoup de films. C'est évidemment un travail donc, je suis beaucoup plus détaché du cinéma que de la littérature quand je suis que scénariste. Et je fais beaucoup la même chose, c'est-à-dire qu'un personnage que je n'aime pas, je peux aimer évidemment un personnage qui est méchant, qui fait des choses que je n'approuve pas, mais il faut une humour, il faut de l'amour pour qu'il y ait l'intérêt, de l'amour ou de l'amitié. Sinon, il me fatigue, il ne m'intéresse pas. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, même un personnage négatif, qui fait des choses pas forcément qu'on approuverait, vous l'aimez quand même. C'est ça que ça veut dire. Si j'arrive à écrire, si j'arrive à le faire exister en tant que personnage, c'est parce que j'aime quelque chose de sa négativité. Christophe? Moi, ce qui m'intéresse dans Les Enfants Rouges, c'est comment tu as essayé de mettre une organisation presque littéraire de la construction et de la fabrication du film. C'est-à-dire que d'habitude, un film, ça s'écrit longtemps. Les deux que tu avais fait avant, tu avais écrit, et puis après, il faut trouver l'argent, etc. Et là, tu n'as pas fait du tout comme ça, d'habitude. En fait, ta littérature, tu l'écris de 5h du matin à 7h du matin, de manière quotidienne. Et là, j'ai l'impression que tu t'es dit comment faire un film assez proche de ça. Je ne sais pas si tu es conscient ou inconscient. Tu as calqué un peu la manière et tu t'es dit on pourrait tourner, parce que c'est un film sur un temps, et on pourrait tourner avec ces personnes-là, peut-être des amis autour, et puis tous les jours, ou tous les mardis, ou quand la caméra est, quand peut-être le chef opérateur est libre. C'est-à-dire que c'est une organisation un peu amicale, et puis quotidienne, enfin comme organisée autour du temps. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout une organisation traditionnelle du cinéma. Et qui avait peut-être à voir ces rituels avec ton rituel d'écriture littéraire. Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que... Oui, c'est vrai que le propos aussi du film, d'une part, c'était d'enlever l'argent, donc
Dans la présentation, je crois que je dis, c'est pas un film qui a coûté pas cher, parce qu'on a tous beaucoup travaillé, et ce travail, on peut dire qu'il coûte de l'argent, même s'il n'a pas été payé. Mais c'est un film où il n'y avait pas de circulation d'argent. Donc c'était aussi enlevé ce qui me semble pas forcément aller dans le sens de l'amitié, quand forcément il y a quelqu'un qui doit décider quelle est la distribution de cet argent. Et effectivement, au niveau du temps, il y avait quelque chose d'un peu particulier par rapport à la manière traditionnelle de faire du cinéma, c'est que j'essayais de m'adapter moi au temps libre des gens qui faisaient le film, et pas le contraire. Dans le cinéma, il y a une espèce de règle absolue, c'est qu'on demande aux gens de se libérer pour faire des choses, qu'on les paye ou qu'on ne les paye pas. Après, il y a plein de choses que je n'ai pas faites avec les enfants rouges et que je pense qu'il faudrait essayer de faire avec le cinéma, qui sont possibles. Il y a un metteur en scène qui s'appelle Jean-Pierre Limousin. Quand il a vu les enfants rouges, on a pris un café, on a commencé à parler d'autres expériences qu'on pourrait faire. Et on a eu une idée ensemble que je trouve assez sympathique. Je ne sais pas si je t'avais raconté, Christophe, qui était de faire un film qu'on projetterait une fois par mois dans une salle. Et en fait, on le changerait. Ce ne serait jamais le même. Parce que maintenant, on peut faire ça. On peut finir un film, monter, mixer, on le montrerait au public, et après on se dirait ce serait mieux de rajouter des scènes ou d'enlever, et continuer à le montrer comme vraiment un work in progress qui ne s'arrêterait pas ou qui s'arrêterait un jour parce qu'on trouverait que peut-être finalement c'est bien ou c'est nul et qu'il faut arrêter, mais je pense que c'est les formes c'est des choses qu'on n'explore absolument pas avec le cinéma, comme ce qui s'est passé au moment de la sortie. On n'est pas allé au bout de ça, mais mon désir, c'était que le film soit montré en présence des gens qui l'ont fait. Le propre du cinéma, c'est qu'on sort un film dans plein de salles, et voilà, les gens vont le voir, et c'est une coupure absolue avec la réalité de la fabrication. Alors que j'aurais bien aimé on l'a fait un tout petit peu, mais j'aurais bien aimé qu'en fait, à chaque séance du film, il y ait quelques personnes du film qui traînent dans le coin. Ça ne veut pas dire qu'on fait un débat, qu'on présente, et voilà, qu'il y ait un petit côté théâtral qui reste de ce moment de fabrication. Tout ça étant extrêmement loin pour moi de ce que c'est la littérature. Je pense que quand un livre est imprimé, même avant d'être imprimé, il n'a absolument plus rien à voir avec l'écrivain, et que l'écrivain n'est absolument pas plus important que le lecteur, et qu'il ne devrait surtout pas faire ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire parler de ce qu'il écrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je pourrais peut-être relancer la question de David, en fait, que je trouvais vraiment passionnante, notamment parce que c'est vrai qu'il apparaît que tu as finalement une distinction des catégorisations qui permettent de créer, qui sont quelque chose d'assez fixe, alors avec peut-être parfois quelques sorties, ce que tu appelles les annexes, etc. Et c'est jamais davantage que ça, dans ce que tu présentes en tout cas. Et moi, du côté de la. Je sais pas, peut-être sorte de mélange de comment tu comprends la création, peut-être de responsabilité politique, de responsabilité publique, parce que tu publies. Je m'étonne que tu ne fasses pas davantage bouger ça pour pouvoir. Finalement, tu ne fais que. Tu ne ferais, le risque serait de faire que répéter des apories, des contradictions qui sont parfois différentes. Et pourquoi. Alors, je ne sais pas prendre de sexualité en particulier, mais je trouve ça intéressant comment tu n'esquives pas le sujet, mais en gros, tu le considères un peu comme un objet un peu impossible
Non, mais quand je dis impossible, c'est au contraire que je pense que je m'y confronte énormément dans la pensée et dans l'écriture. Je pense qu'il y a beaucoup, quand même, presque tous mes livres, je parle au moins un peu de ça. Mais c'est vrai que quand je dis c'est impensable, c'est que plus je travaille, disons, sur ces sujets-là, avec l'homosexualité, les centaures, ou les êtres hybrides en général, c'est pour moi extrêmement clair, c'est que quand on va chercher un peu loin, on trouve chaque fois plus d'obscurité et chaque fois moins de lumière. C'est-à-dire, je pense que ce serait vraiment long de parler de ça, mais sur l'homosexualité, il y a une phrase de Colli qui me semble... j'ai été surpris de trouver ça chez Colli, mais ça m'a semblé extrêmement respectable, où il dit textuellement qu'il pense que lorsqu'on emploie le mot homosexualité aujourd'hui, on dit exactement le contraire de ce que ça voulait dire en Grèce. Je ne sais pas si vous voyez qui est Colli, mais c'est quelqu'un qu'on peut estimer pour sa connaissance de la Grèce ancienne. Avec les êtres hybrides, les centaures surtout. À un moment, je pensais écrire un livre sur les centaures, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et c'est vrai que plus on va loin, plus on trouve d'exemples d'une difficulté absolue à remettre ensemble ce que toute notre pensée depuis au moins 25 siècles a séparé, qui est une animalité et une humanité, Apollon et Dionysos, mais là c'est la sagesse et le délire, c'est-à-dire que tout ça dans l'être hybride est tellement clairement concentré. Donc, après, évidemment, je ne suis pas un philologue suffisamment pour... Mais dans ma manière de traiter ces sujets-là, c'est vraiment des nœuds qui me superent absolument. Après, pour... Dans ce cas-là, la catégorisation que tu proposes, tu as toi-même conscience qu'elle ne catégorise rien. Rien, absolument. Non, absolument. Ce que tu nous as présenté qui permet d'aider. En gros, ça... Non, oui, c'est-à-dire que, pour revenir à mon emploi du temps que Christophe aime bien, l'autre chose, c'est que, pour moi, faire les enfants rouges, c'est d'une violence extrême. C'est-à-dire que ce que tu vois comme ou même une annexe, quoi, publier une annexe, qui est quelque chose que j'écris d'une manière extrêmement différente, parce que j'écris... Donc, tous mes autres livres, je les écris à la main, très tôt le matin, d'une manière extrêmement obsessive, disons. Quand j'écris une annexe, qui est quelque chose que j'écris directement à l'ordinateur l'après-midi, j'ai une gêne. En espagnol, on dit une gêne d'autrui, parce que c'est une gêne pour autrui, je crois, c'est une traduction. C'est une gêne pour le genre humain en général, de finalement décider que je vais publier un texte comme ça. Donc, pour moi, c'est une grande violence. Après, bon... Mais Christophe, lui disait que tu avais sans doute fait les enfants rouges comme tu écrivais le matin, alors que toi, tu le faisais comme une annexe. Non, j'ai essayé, dans les enfants rouges, très clairement, j'ai essayé de voir si je pouvais prouver la même chose que quand je m'assois et je commence à écrire. C'est-à-dire que entre ce que j'écris le matin, tu connais mon écriture, mais vraiment, je pense que j'aimerais bien qu'on m'enferme dans un asile à la fin de ma vie, juste pour avoir écrit de cette manière le matin. J'ai tellement marre d'écrire de cette manière. Pas par rapport à l'écriture, la façon, quoi, ce que ça demande manuellement. Il y a ça, il y a les annexes, et le cinéma, c'est comme si c'était encore extrêmement loin. Donc le cinéma, j'ai essayé de le rapprocher de toute mon activité littéraire. Donc là, je ne sépare pas les annexes et ce que j'écris le matin. C'était juste de voir si je pouvais sortir de ce qui, dans le cinéma, demande un
un côté social, un côté économique, voilà, laisser tout ça traiter et quand même faire des images, donc, et finir par faire un film. Et d'ailleurs, tu as tourné pas loin de ton bureau. Enfin, Dans mon bureau. Oui, tout est fait pour être le plus près, le plus simple, on pourrait dire. Oui, avoir plus la liberté qu'on a quand on écrit. Quand je dis liberté, ce n'est en rien évidemment une garantie de qualité de quoi que ce soit. Mais, en tout cas, d'assumer absolument ce qu'on fait. Dans le cinéma, très facilement, la faute est toujours de quelqu'un d'autre parce qu'on n'a pas eu telle chose ou telle autre chose, ou du temps. Jean-Nicolas. J'ai beaucoup aimé dans le film cette chose très importante que l'amitié porte du politique, mais le maintien à l'état naissant. Et on a le sentiment que si on allait un peu plus loin, on perdrait l'essentiel. Il faut que l'amitié conserve le politique à l'état naissant. Et nous disant ça avant de regarder le film, je trouve que ça a un écho avec ce que vous nous dites aujourd'hui, parce que d'abord le film il se conjugue comme ce qui pourrait être, non pas comme ce qui est, mais ce qui pourrait être. Et j'ai l'impression, en vous écoutant, que le geste de la création retient l'œuvre en même temps qu'il la propose, et donc la laisse avoir une disponibilité qui est plus précieuse que le résultat. Oui, absolument. C'est des débats aussi qu'on a eu, parce que la voix off est écrite pratiquement que au conditionnel et c'est pas du tout réfléchi, mais je ne pouvais que faire parler ce narrateur en off au conditionnel. J'aime bien ce que vous dites. Je sais pas ce que ça veut dire par rapport à l'amitié. C'est clair que ça veut dire quelque chose par rapport à la sentence. Moi, j'aimerais bien revenir à cette question de l'amitié. Je ne suis pas sûre de totalement comprendre où s'arrête la dimension politique que tu associes à l'amitié dans les lignes que j'ai lues à propos des enfants rouges et dans ce que tu viens de dire, ça ne m'éclaire pas complètement et ni à travers ce que disait Christophe qui lui insistait sur une dimension inédite de temps qui est, il me semble comprendre que ce que tu disais insistait davantage sur une différence de faire du cinéma, mais qu'il n'y avait pas d'enjeu directement politique. Alors voilà, l'enjeu politique, est-ce qu'il est dans la récusation de fait de ce qui ordinairement accompagne le cinéma, ça, l'argent, les relations très autoritaires par conséquent au moment, les acteurs doivent être là, etc. Ou bien est-ce que... Enfin, c'est pas d'ailleurs ou bien, c'est peut-être aussi, mais comment ça s'articule, ce serait ça ma question. Au fond, voilà, c'est ça. Ma question, c'est comment ça s'articule à la thématique de l'amitié, appelons ça comme ça, à l'intérieur du film. Je vois trois, c'est pas des niveaux, trois sens possibles. Bon, il y en a deux qui s'articulent très simplement. C'est un film fait avec des amis, et avec des amis avec des amis qui jouent à un moment donné une réflexion, une proposition sur l'amitié politique. Donc voilà, l'insurrection qui vient. Qu'est-ce que c'est qu'être dans un collectif militant? Qu'est-ce que c'est par rapport à ça que l'amour? Il y a donc une réflexion sur ces modalités du lien, sur leur compatibilité,
sur leur inscription dans une lutte politique, dans un horizon politique. Donc ça, c'est un niveau, c'est le niveau du représenté, disons. Il n'est pas complètement, de toute façon, à partir du moment où c'est des personnages qui ont leur prénom réel, il n'est pas... il est explicitement articulé par le film aux conditions dans lesquelles tu fais le film, à savoir des conditions amicales, d'accord ? Mais au fond, je ne vois pas totalement le lien. Je vois bien ensuite comment les conditions amicales, ça s'articule à la critique des conditions économiques du cinéma, mais il me manque de façon pas suffisamment explicite, si je puis dire, ou peut-être trop évidente, trop facile. On pourrait dire, voilà, de toute façon, on est contre le néolibéralisme, par exemple. Donc il me manque l'articulation entre le sens politique représenté, ou l'horizon politique représenté dans le film, et la critique des conditions financières du cinéma. En gros, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Ou plutôt, je vois trop la réponse, et ça ne me satisfait pas. Ça me satisfait pas. Voilà. Je sais. Je pense qu'il ne faut pas... je vais essayer d'être spectateur. Pour moi, le film, c'est un film qu'il faut voir, évidemment, en ayant conscience de ses conditions de fabrication. Ce qui n'est pas du tout un éloge du film, parce que c'est propre d'un film, c'est plutôt qu'on puisse le voir sans connaître les moyens de fabrication. Mais quand je reprends une phrase qui n'est pas dans un de nos amis, mais qui est dans un autre texte de Tikkun, qui dit qu'il y a deux manières de faire de la politique, à partir d'un programme, à partir de l'amitié. Donc ce que le film se proposait, donc pas en tant que film, en tant que moyen de faire du cinéma, c'est qu'est-ce qui se passe si on commence à faire du cinéma à partir de l'amitié et pas à partir d'un programme. Pour faire une comparaison avec la politique. La proposition, pour moi, c'est pas ce film-là. C'est pour ça qu'il y avait un texte qui l'accompagnait. Ce que j'espère, c'est que au moins moi, Christophe et David, on fera d'autres films à partir de l'amitié et pas seulement à partir d'un système économique figé. Donc, ce qu'il peut y avoir comme articulation, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, je sais pas, en très longtemps avec un certain nombre d'œuvres. Dans ça, peut-être très prétentieux, un côté aussi très, très peu prétentieux. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, moi j'en ai encore. Je peux encore enchaîner, là, c'est quelque chose qui me tient vraiment, qui me tient à cœur et que je voudrais formuler de la façon la plus perplexe possible. C'est-à-dire, ça me tient à cœur, j'ai pas de réponse, j'ai des embryons de réponse, mais j'en ai pas complètement. Je reprends Les Enfants Rouges et le roman, mes derniers mots, l'annexe romanesque. Alors, admettons que je sois un genre de lecteur ou de lectrice qui mettent facilement les choses au tragique, mais bon, après tout, je ne dois pas être la seule. Je veux dire, on va supposer que... Pire, pas la seule. J'en suis pas tout à fait certaine. Mais admettons que... Je veux dire, je peux quand même représenter une classe de lecteurs, on va dire. Je ne dois pas être la seule quand même. C'est-à-dire, j'appelle mettre les choses au tragique, ne pas avoir été tellement sensible à l'atténuation du coup de feu à la fin des Enfants Rouges, d'accord ? C'était pas n'importe qui le personnage. Oui, d'accord, mais si tu veux, on pourra interroger ici les présents pour qui il y a plutôt la quasi-certitude qu'il soit mort et pour qui ça reste extrêmement en suspens. Je peux te douter que j'ai quand même beaucoup discuté du film après l'avoir vu 2 fois. Donc voilà, je pourrais même citer, je sais pas, le témoignage de Michel Thors, étonnant, donc, qui est un psychanalyste que nous connaissons tous les deux, c'est étonnant du fait que tu es le militant
portait un certain espoir. Donc pour Michel Thor, par exemple, il faut bien que je m'abrite derrière quelqu'un d'autre. Donc, premièrement un homme, ensuite il est sans lien de parenté à l'acteur, hein, encore moins évidemment, mais ça comme moi au personnage. Pour lui, il est mort, quoi. Alors, ça, c'est les enfants rouges. Maintenant, je prends mes derniers mots. Admettons toujours que je suis une lectrice qui prend les choses au tragique, ce qui n'est pas faux, hein, de toute façon. Mais, donc, moi, j'ai pas du tout, quand je l'ai lu, j'ai pas du tout, ou pratiquement pas, entendu que c'était drôle. Moi, même les moments où j'ai aimé, d'abord, je n'étais pas contente. Le moment où j'ai aimé, je peux te garantir que je n'étais pas contente du tout. C'est le moment où ça devenait envoûtant. C'était presque pire, mais ça me passionnait. Hein. Tu comprends bien. Sinon, tu serais pas on ne serait pas en train de discuter. Mais je te dis peut-être que j'ai eu le soupçon qu'il y avait quelque chose qui était sinon drôle. Drôle, ça n'a pas du tout été le mot qui est venu dans mon esprit, mais de léger avec l'apparition du centaure. D'accord. Alors, quelle est ma question ? Ma question, c'est... plutôt, avant de poser ma question, ma réaction me fait penser. Alors, la première, aider ou appuyer sur celle de Michel Thor. La deuxième, il faudra que ceux qui ont lu les derniers mots disent s'ils ont trouvé ça léger ou pas. C'est qu'il est quand même plus probable, me semble-t-il, que l'on pense dans Les Enfants Rouges que le personnage de David a été tué, et il est plus probable, en raison de l'anaphore. L'anaphore, c'est quand même pas une figure légère, c'est pas une figure drôle, si tu veux. Ça saurait quand même depuis le temps. Mais moi, attends, j'ai pas terminé. Prends des petites notes si tu veux, mais j'ai pas terminé. Et donc, ma question, elle est la suivante. Si on veut, et là j'interpelle donc l'écrivain, je suis désolée, si on est d'accord avec l'idée que le lecteur, il est libre, il doit être libre de sa lecture. Il y a quand même des textes qui le laissent plus ou moins libre. Et alors, la responsabilité de l'écrivain n'est-elle pas de faire en sorte d'ouvrir cette liberté ? Ce que je veux dire par là, c'est que pour laisser vraiment le spectateur dans un cas, le lecteur dans l'autre libre, ben, il faut, c'est comme des plateaux de la balance, si tu veux, il faut que le coup de feu soit un peu plus irréel ou qu'il y ait une indécidabilité un peu supérieure, et pour le drôle aussi, qu'il y ait des marques d'un peu plus d'humour, de légèreté, de jeu. Sinon, quand même, je ne me sens pas responsable, si tu veux, je ne me sens pas coupable de mes lectures tragiques, je t'en rends responsable là. Et donc je t'interpelle. Je te ressens un tout petit peu coupable, je te connais assez. Non, parce que c'est une discussion qu'on pourrait avoir si on avait la discussion sur un de nos amis, par exemple. Je pense qu'on parlerait de pessimisme et optimisme. Je ne sais pas si on en a parlé déjà. Moi, j'ai lu à nos amis dans un espèce d'état de joie optimiste absolue. Et je pense qu'on en avait parlé à l'époque, donc c'était juste au moment de la parution. Oui, quoi, c'est... je pense que c'est très profond, cette différence de perception qu'on a. Donc, pour le coup de feu, je pourrais dire que pour des spectateurs un peu plus habitués à nos grands maîtres contemporains, je ne sais plus comment il s'appelle, Tarantino, à ce type de pornographie de la violence, mon coup de feu est d'une discrétion absolue. Il y a un fondu au noir qui est très lent, et après on entend un comme ça. Voilà, c'est quoi pour moi, c'est ça. Bon, tu veux dire que je vais pas assez au cinéma, c'est ça ? Voilà. Mais bon, j'en parlerai. Tu peux pas me dire ça pour la lecture, par contre. Pour la lecture, c'est le contraire.
Non, pour la lecture, non, je ne peux pas te dire le contraire, parce que pour la lecture, je pense que je n'ai pas trouvé la solution. C'est-à-dire que la phrase que j'ai mis en exergue Günther Anders, qui me semble extrêmement claire, elle ne justifie pas, ou elle ne peut pas... elle suffit évidemment pas. On ne rend pas optimiste un récit apocalyptique seulement en disant que le seul but qu'on a, c'est d'avoir tort et d'être toujours là, debout mais ridicule, parce qu'on s'est gouré et que la fin du monde n'a pas eu lieu. Donc, pourtant, oui, je pense que c'est une formulation qui est plutôt, je ne sais pas s'il est drôle, mais en tout cas qui montre le ton dans lequel c'est écrit. Après, c'est pour faire un peu un aveu. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est en 1978 d'un poète argentin qui dit l'aveu d'un seul humilie chacun. Je m'excuse de l'aveu, mais mes derniers mots, c'est un livre que j'ai écrit exactement au même moment où j'écrivais un autre livre qui s'appelle Des jours que je n'ai pas oubliés, qui est une sorte de livre, pour moi en tout cas, extrêmement sombre sur les relations amoureuses, donc sur quelque chose de très intime. Et écrivant quelque chose de très très sombre sur quelque chose de très intime, j'ai trouvé le besoin d'écrire exactement en parallèle, c'est-à-dire j'ai écrit les deux au même temps l'après-midi, quelque chose d'extrêmement sombre sur le monde. Donc je sais qu'il y a ça. Et c'est sans doute pour ça que je l'ai publié pas très longtemps après, mais quand même très longtemps après les avoir écrits tous les deux, parce que je ne suis pas du tout sûr qu'ils méritent d'être publiés. C'est juste un moment où il faut se débarrasser de ce qu'on écrit, et que la meilleure manière de se débarrasser, c'est encore la publication. Donc, pardon pour les lecteurs. Moi, j'ai vu, je voulais pas le voir, et j'ai été obligée de le voir. Les enfants rouges. Non, ça donne les 120 jours de Pasolini. Et je me disais que, je ne sais pas quand vous parlez là, que en fait, j'avais eu le même sentiment quand je lisais Mes derniers jours, c'est-à-dire que j'avais pas envie de le lire et je le lisais, et il y avait aussi ce même souci effectivement de Pasolini, mettre un peu de légèreté ou d'humour, mais ça marchait pas du tout quand même, parce que c'était quand même pas drôle du tout et que c'était juste insupportable. Et là aussi, et en même temps, il y a effectivement à chaque fois, alors en tout cas de manière évidente chez Pasolini, la nécessité de se dire ce film-là, il faut quand même le voir, même si c'est juste insoutenable et qu'on ne veut pas le voir et qu'on a envie de fermer les yeux. Et c'est là où c'est compliqué. Enfin, je sais pas si je peux dire. C'est voir le noir, quoi. Voir le noir. Il y a le livre sur lequel on avait fait l'entretien, je crois que c'était La première défaite, non? Où il y a, je fais un espèce de long passage où j'ai gommé un peu le côté évident, mais j'ai inventé un dialogue qui parlait beaucoup d'un livre que j'ai détesté de Didier Huberman sur Les Lucioles, une grande critique de Pasolini et d'Agamben, où effectivement pour moi il n'y a aucun je ne sais pas comment il appelle ça, Didier Huberman, une sorte de pessimisme absolu, quoi. Le noir est absolument noir et il n'y a rien à garder, et Pasolini a tort de dire que les Lucioles sont mortes parce que moi j'en ai vu à Rome. Pour moi, dans le texte sur la mort des Lucioles de Pasolini, il y a une évidence de l'optimisme de l'alerte, donc de dire la fin du monde arrive. C'était en dehors du côté sentencieux que je regrette. Hélène n'a que trop subi. J'espère que ce que j'ai essayé, c'est de l'écrire d'une manière où ce qui resterait, c'est autre chose, que ce soit une tendresse pour les personnages, ou pour le centaure qui apparaît à la fin, ou quelques
quelques vers ou quelques descriptions de paysages. Mais du coup, moi je sais que je ne peux pas du coup, je n'arrive pas à juger la qualité littéraire ni la qualité cinématographique. C'est comme si je devenais aveugle et comme si c'était de toute façon, comme si la démarche était tellement était plus forte que l'acte de création. Bon, Pasolini, je ne sais pas, parce que moi je fais partie des gens qui... Je suis tellement sûre que je ne peux pas le voir, que je ne vais pas le voir. Mais pour revenir au roman de Santiago, comment tu nommerais la nécessité que tu évoques? Et là, je continue là encore plus critique. Ce que je veux dire, c'est... le centaure, quand même, écoute, c'est un peu léger comme espoir, quoi. Pourquoi? Rien de mieux que le centaure. Après tout ce qu'on a lu, toutes les horreurs possibles qui peuvent arriver à l'humanité. C'est juste que ça recommence, que c'est notre humanité. C'est pas l'humanité qui finit, c'est un monde qui finit et un autre qui commence. C'est pas. Je veux bien que ce soit pas très original, mais je trouve pas ça terrible à penser. Enfin, donc, comment tu nommerais la nécessité qui fait que tu te dis c'est insupportable, mais quand même c'est nécessaire? Tout nous raconte ça. En ce moment, c'est juste impossible de réfléchir sur les attentats et en même temps, on peut pas, enfin, c'est pas impossible, mais en même temps, c'est nécessaire de réfléchir. Je trouve que ça me ramène à ça, c'est-à-dire cette nécessité de plonger dans ce qui est dans la question, dans l'horreur et de regarder un tout petit peu, parce que si on ne regarde pas, je sais pas, je pense que oui, il y a cette nécessité, il y a quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Même si je ne suis pas du tout courageuse et que je n'ai pas du tout envie de regarder ou de lire. Je n'ai pas tout lu, je n'ai pas envie. Mais voilà. J'ai pas, je sais pas. J'ai lu le Centaure et tout. Mais dans le terme apocalypse, il y a une idée de... D'abord, c'est un terme qui a une dimension religieuse. Si tu veux. Pour moi, je ne reconnais pas complètement dans ce que tu viens de dire les enjeux que je serais prête à entendre tout en continuant de ne pas être d'accord. Voilà ce que je veux dire. C'est que ça ne me paraît pas, je ne reconnais pas que mes derniers mots nous parlent de ce qu'on de ce dans quoi nous sommes plongés mais qu'on ne voudrait pas voir, parce que c'est un livre dont la fiction se situe dans... j'ai oublié... 2086. Voilà, 2086. Et que dans ce sens-là, il accumule des choses qui ne sont pas. Il accumule le pire de tout ce qu'on peut imaginer. Et sous le signe de l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation. Enfin, l'apocalypse, c'est... au fond, je pourrais dire la chose beaucoup plus simplement. Voilà. Quel est le rapport, à part la phrase de Gunther Anders, d'accord? Et alors on pourrait citer Benjamin, etc. Mais c'est pas forcément, personnellement, ce avec quoi je suis plus d'accord dans Benjamin ou Gunther Anders. Quel est le rapport entre l'apocalypse et la politique ou le politique? Là, je m'en fiche. Quel est le rapport? Effectivement, c'est pour ça que je disais que quand je l'ai écrit, d'une certaine manière, contre quelque chose. Je l'ai écrit parce que je me demande s'il y a un récit possible de l'Apocalypse qui est une fonction politique, disons, positive. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Et Benjamin et Gunther Anders
Anders d'une manière très explicite, parce qu'il parle de notre génération, de sa génération comme la première des derniers hommes, je crois, c'est le terme qu'il emploie. Les premiers derniers hommes. Qu'est-ce qu'il y a d'effectif politiquement dans ça? C'est très difficile. Mais en même temps, je pense que ça suit le précepte un peu gramscien qu'il y a dans Les Enfants rouges, c'est que il y a une forme d'équilibre entre une capacité à voir ce qui est sombre, le pessimisme de la raison, et l'optimisme de la volonté. C'est-à-dire que plus on peut aller loin dans une vision sombre de la réalité d'une manière rationnelle, plus on peut retrouver des forces optimistes face à ce noir pour moi, ça me satisfait. La position de Didier Berman me semble extrêmement dangereuse. De dire non, finalement, ce n'est pas aussi sombre. Pour revenir aux attentats, c'est en gros le discours absolument général qui est de dire quand même, ce qu'on attaque, c'est notre liberté, notre bien-être démocratique, etc. Ça me semble extrêmement dangereux d'avoir ce discours-là. Même pour introduire autre chose. Parce qu'en gros fond, je pense ces jours-ci, un peu tous les penseurs d'une gauche pas trop bête, presque tous les textes que j'ai lus commencent un peu par ça. On essaye d'atteindre ça. Bon, après, évidemment, la France est coupable de tout un tas de trucs. Moi, on essaye d'atteindre ça, je n'ai plus envie de l'entendre. C'est pareil, ça me semble plutôt dissimuler une noirceur et interdire un optimisme que la vraie vision de la noirceur pourrait susciter. De la même manière qu'à nos amis, on peut le prendre comme un texte désespérant sur la réalité de notre société capitaliste. Mais moi, plus j'y vois une critique fondamentale, plus j'ai l'impression qu'il y a une sortie possible, une joie possible dans ceux qui essayent d'en sortir. Je ne veux pas qu'on commence après David à parler d'un autre personnage familial. Maurice? Mais est-ce que dans la présence de l'Apocalypse, il y aurait pas aussi une forme d'organisation en fonction d'une eschatologie et qui du coup marche aussi dans l'organisation que j'avais fait des Enfants rouges. Mettre l'arme au début, c'est impliquer une apocalypse à la fin. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous n'arrivez pas à avoir autre chose que la mort, parce que il peut y avoir que ça. C'est toute l'organisation du film qu'on s'imagine pour le réuni qui va suivre dépend du fait qu'une arme a été introduite dans un personnage qui est par ailleurs coupé de tout lien avec la société, dont la seule phrase c'est de dire à un moment est-ce qu'on fait l'amour, ce qui n'a pas lieu, et après il n'est que dans la solitude. Donc, ça peut, du coup, positivement, l'apocalypse peut aussi être quelque chose qui organise en fonction d'une fin à venir. Et d'ici à cette fin, on a un vide à combler qu'on va combler par ces étapes. Juste parce que ça me rappelle un moment où j'ai beaucoup hésité avec le film. Il y a un moment où je me suis dit, la seule chose qu'on peut faire avec cette arme, c'est le premier plan qu'on a tourné. Le premier plan qu'on a tourné, c'est le personnage de Christophe le personnage de Jonathan qui est dans un café, et le personnage de Christophe qui arrive et qui lui donne un paquet. C'était pas obligatoire qu'il y ait un pistolet, mais bon, il y avait vaguement l'idée que ce soit un pistolet. Donc c'était le premier plan, je n'avais aucune idée de ce qu'il allait. Je ne savais pas du tout si c'était le premier plan du film. Je savais que j'avais envie de faire ce plan-là. Pendant très longtemps, je me suis dit que la seule chose qu'on pouvait faire avec ça, si ça c'était un peu un début d'histoire, donc c'était plutôt au début du film, c'est pas le tout début, mais c'était au début du film,
c'était de complètement oublier le pistolet après, et qu'il n'ait aucune importance. Donc pour te dire que c'est quelque chose qui me préoccupait tout le temps. Mais quand on en revient à Gunther Anders, c'est-à-dire que je pense, je n'ai pas la réponse. Effectivement, si on introduit quelqu'un qui a un pistolet, qu'on présente comme un personnage dangereux par son côté asocial, on introduit la promesse d'un drame apocalyptique ou pas. Mais, je n'ai pas de réponse à ça. C'est-à-dire que je reviens à Gunther Anders, ça me semble la formulation la plus claire. Est-ce que ça interdit tout récit apocalyptique? Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire que le problème, c'est que si évidemment, on pourrait faire j'aurais pu ne pas écrire mes derniers mots et oublier l'arme dans Les Enfants Rouges, ou même ne jamais dire qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet, et c'était peut-être un morceau de pain. Est-ce qu'on peut ne pas se confronter à essayer de refaire ce récit, qui est un récit, je pense, presque omniprésent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut ne pas essayer de le faire d'une autre manière? Est-ce qu'on peut essayer de... Dans mes derniers mots, je disais tout à l'heure à Hélène, mais quelques lecteurs très familiers le savent, moi j'étais très étonné, c'est un livre que j'ai hésité à publier. Moi je ne dirais jamais que c'est un des livres que je préfère de ceux que j'ai écrits. Et j'ai quelques amis qui ont une passion très forte pour ce livre, une passion vraiment excessive, mais très peu. Et je disais à Hélène que tout d'un coup je me suis rendu compte que c'était mes amis des moins littéraires. C'est-à-dire pour moi, quand je dis littéraires, les moins aptes à s'approprier d'une manière vraiment personnelle un récit, des mots. Peut-être ceux qui ont le plus besoin justement de cette fraternité, pas de cette communauté amicale, mais vraiment une communauté à laquelle on dit un peu ce qu'il faut penser. Ça n'a pas suffi pour que j'évite d'essayer d'en faire quelque chose. Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut essayer ou pas? Du coup, est-ce que le fait de tenter de mettre la mort en suspens à la fin, c'est une façon de dire que toute présente que semble aujourd'hui être l'apocalypse n'est au final que potentielle? Oui, la voix off qu'il y a juste après donc ce coup de feu lointain dit, je crois, que le personnage de David et le personnage de Jonathan sont les deux faces d'une même pièce, et que l'un ou l'autre aurait pu... De toute façon, en gros, ils meurent tous les deux dans ce geste-là, mais... J'avais oublié cette phrase. Ouais. Mais pardon, je pense que le film qu'a imaginé notre ami Michel Taub était très mauvais, parce que si on fait un film sur un personnage extrêmement sympathique, militant de gauche, etc., qui finalement triomphe, c'est pas un très bon sujet. Même joué par un grand comédien. Tu dirais qu'il n'existe pas du tout, ce film? Dans le film, je pense qu'il existe un peu, oui, mais je pense qu'il est je dis ça en rigolant, mais en gros, l'histoire du bon personnage qui gagne, oui, c'est difficile d'en faire un film, difficile d'en faire une histoire. Le mauvais personnage qui gagne, c'est possible. Le bon personnage qui perd, c'est aussi possible. Le bon personnage qui gagne... En même temps, c'est peut-être pour ça qu'on perd aussi. C'est-à-dire... moi, un truc qui m'amuse depuis tout à l'heure, c'est que à nos amis, il me semble que c'est à la fin, ils taclent quand même assez violemment la phrase de Gramsci. Ils la disent, ils la citent et ils disent ça fait des années qu'on dit ça et on a bien vu le résultat. Le résultat, c'est le week-end dernier. Et... Vous pouvez la rappeler, la phrase de Gramsci? Donc, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. Et donc,
Et je me demande si la question autour de laquelle on tourne, finalement, c'est pas celle que tu évoquais, qui est celle de la responsabilité publique. C'est-à-dire, moi j'entendais, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur le rapport entre le théâtre public et la politique en ce moment, et qui disait à la radio, le problème à l'heure qu'il est, c'est que on peint l'apocalypse sur scène, et que la différence avec il y a 30 ans, c'est qu'avant c'était un contraste avec la vie des gens, et maintenant en fait, la violence au travail, tu vas au théâtre, tu vois juste ce que tu as vu pendant ta journée de travail. Les corps qui se touchent plus, tu vois juste ta vie, quoi. Et du coup, ça c'est apocalyptique. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que ce qui n'est pas en train d'apparaître là, c'est qu'il y a une volonté de voir apparaître des pôles de positivité, en fait, et une attente comme de lecteurs, de spectateurs, qui est d'arrêter de se voir mourir, en fait, en permanence, parce que maintenant, ça y est, c'est fait. Et est-ce qu'il n'y a pas un changement qui est en train de une demande de changement qui est en train de s'opérer par rapport à ça? Et là où je pense que tu parlais de responsabilité publique tout à l'heure, en tout cas là où moi j'en parle, c'est moi je trouve que je suis beaucoup en attente de ça, en fait. Je suis en attente de voir et pas seulement, y compris hors du contexte un peu du fait que c'est moi qui joue le David du film et tout, mais je crois que je suis en attente de voir mon camp gagner à l'écran, en fait. Non, je comprends absolument, c'est pour ça que je disais que ces deux exemples d'œuvres apocalyptiques, Les Enfants Rouges et Mes Derniers Mots, très différents. Pour moi, c'est juste voilà, ce que moi j'ai fait en me disant est-ce qu'on peut ne pas essayer de faire ce récit-là? Est-ce qu'on peut laisser ce récit-là, en gros, aux mains de gens pour qui tout apocalypse prend la forme de la simplicité stupide des films de science-fiction américains ou dans des œuvres littéraires, en tout cas devient très respectueusement religieuse. Mais quand je dis que je n'ai pas de solution, c'est que je ne pense pas du tout que ce soit ce qu'il y a de plus important à faire aujourd'hui. Quand j'en parle comme annexe ou dans Les Enfants Rouges, quand je dis que c'est le chemin qu'a pris le film, peut-être à cause de ce plan de départ, donc je ne savais pas du tout ce qu'il allait donner ensuite. C'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que le récit dont tu aurais envie, il est vraiment pas simple à faire. C'est-à-dire que le triomphe je pense qu'il y a quelques exemples, non, de films turcs ou afghans. Il y a eu un Rambo afghan. Il faudrait voir ce que ça donne. Je rigole, mais c'est inventer un héros qui se réclame d'une autre idéologie que l'idéologie dominante d'un système et le faire triompher est assez complexe. Je voulais juste dire que ça pourrait peut-être être un film comme 12 hommes en colère, tu vois, l'homme qui porte les valeurs de la démocratie se contre tout ce qui à la fin va convaincre ses adversaires. Oui, le problème c'est que pour moi aujourd'hui, c'est un film absolument admirable. Oui, pour moi ça n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que je vois rien je ne verrais rien de positif aujourd'hui dans un personnage comme ça. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on ait besoin de défendre la démocratie de cette manière, qui était très très bien. Je pense que c'est au début des années 50. Adrien ? Ouais, je voudrais juste proposer, c'est peut-être un peu fumeux, mais un parallèle entre ce que vous dites sur cette réappropriation dans vos films, dans vos livres du thème de l'apocalypse, d'une part avec autour de cette idée gramscienne, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, lier ça avec le mode de production que vous avez décrit pour le film
que je trouve assez intéressant, avec cette idée qu'il y a une sorte de refus du projet, du discours raisonnable de l'organisation dans l'avenir, à la fois d'un scénario, d'un cahier des charges, etc. Et en même temps d'un effort pour bâtir le film à la fois dans une certaine improvisation et en même temps dans une organisation amicale sur le moment. Est-ce que vous retrouveriez dans la manière même de produire, de créer cette idée d'un optimisme de la volonté et d'un pessimisme de la raison, et dans ces cas-là, pourquoi à ce point-là refuser la raison, quel sens ça a, voilà, de refuser de donner soit du contenu, soit de la prospective à ce qui est de l'ordre de la création, c'est-à-dire à ce qui engage le plus, a priori en tout cas, notre liberté, notre capacité d'agir, de donner du sens, de prévoir du sens et éventuellement Je ne sais pas si j'ai compris pourquoi tu vois le film est né très clairement d'un énorme pessimisme de la raison, qui est ma pensée du cinéma. Le cinéma, c'est mon métier, je vis de ça depuis presque 30 ans. Donc, mon regard sur la production cinématographique, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, David l'entend depuis des années, le pauvre, est extrêmement pessimiste. Donc, effectivement, les Enfants Rouges, comme organisation de fabrication, et je pense à un optimisme à la hauteur de ce pessimisme-là. Mais je ne vois pas quel aurait pu être Non, moi j'ai pas d'idée pour... Non, je crois que vraiment ça naît de ça. Et dans mes derniers mots, j'ai du mal à le dire, mais à le dire, pas à le dire. Mais pour moi, il y avait ce qui pouvait équilibrer le côté apocalyptique, c'était une forme de tendresse. Donc, que moi je sens aussi bien avec les personnages qu'avec la Terre elle-même, et avec tous les... Une autre chose que je fais toujours dans les annexes, c'est qu'il y a toujours une sorte de texte directeur qui n'est pas de moi. Donc, dans mes derniers mots, c'est Hyperion de Hölderlin, qui pour moi est un texte, un optimisme énorme par rapport à l'homme et à la nature. Super, je vais les noter, ça t'ennuie pas. Je te donne la parole après, puis après je propose qu'on prenne le verre. En fait, je voulais rebondir sur la question de David, et après avoir entendu ce que j'avais oublié et que Boris m'a rappelé, à savoir la phrase « les deux personnages sont les deux faces », etc. Pour moi, c'est typiquement le moment où c'est de l'ordre de la sentence, et où donc il y a quelque chose de très autoritaire. La sentence, quand je te dis que c'est ce que je n'aime pas dans ce que tu fais, c'est aussi parce que j'associe à la sentence de l'assertion autoritaire. Il y a de l'autorité dans la sentence. Alors si on reprend ce que disait David, ben voilà, moi j'entends qu'il y a un désir aujourd'hui. Lui, il a dit que mon camp gagne. Moi, je ne le dirais pas comme ça, pas pour des tas de raisons. Mais d'abord, j'ai envie simplement de signaler que c'est un peu la question avec laquelle moi je me débat avec mes petites fables, où il y a tout le temps le narrateur le conteur qui vient dire que le noir, la noirceur, l'enfant ne peut pas l'éliminer comme ça, mais je fais en sorte que l'enfant il sorte jamais écrasé par cette noirceur. Mais il y a toujours le conteur qui vient là, et je crois que certains lecteurs n'aiment pas trop que mon conteur rappelle que voilà, que la phrase de l'enfant suffira pas, que l'élan de l'enfant suffira pas. Cependant, je dirais pas, si tu veux, que les deux, qui sont les deux faces. C'est-à-dire, si tu assertes ça, c'est pas simplement qu'à la fin, il y a 80% de chances pour qu'il soit mort et 20% qu'il soit vivant, c'est surtout que
il n'y a pas un élan qui peut se dégager. Comment tu peux les dégager s'ils sont de face? Comment tu fais? Alors, l'élan, c'est que cette voix arrive sur un plan où il y a Rance qui fait du vélo et qu'il y a la musique, et que c'est moyens purement cinématographiques. Mais c'est là où je dis que c'est la même chose que la tendresse que j'essaie de mettre dans les mots qui décrivent l'Apocalypse. Mais pour moi, oui, elle est. Je voudrais relancer la discussion sur la question de les hommes, la jeune fille. Les hommes sont mal barrés quand même dans le film. Ils sont les deux faces, c'est pas joyeux pour les deux garçons. Et là, de nouveau, peut-être que j'étais un peu trop près de l'un d'eux. Mais bon, pas mécontente qu'une fille emporte quelque chose, comme femme, mais quand même. Christian. Je voulais revenir à l'écriture du matin et de l'après-midi. Je n'ai peut-être pas compris tout sur l'écriture à la main et puis l'ordinateur, et que les annexes, c'est plus sur l'ordinateur. Est-ce que c'est une question comme ça? Est-ce que c'est une forme d'impuissance de ne pas réunir ces deux écritures? Ou une schizophrénie? Schizophrénie, c'est sûr. Il y a sans doute d'autres pathologies. Non, tu sais, quoi, tu me connais. Je pense qu'il y a, comme moi, j'ai besoin dans l'écriture qui est Je n'ai jamais été très passionné par l'artisanat, mais je pense qu'il y a une épaisseur de labeur que j'aime bien voir dans l'objet qu'on me présente. Pour moi, c'est extrêmement absent dans tous les textes que j'écris l'après-midi à l'ordinateur, et c'est plutôt assez présent dans ce que j'écris à la main. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt pour aucun de mes rares lecteurs, évidemment, mais pour moi, ça a beaucoup d'importance que l'écriture matinale me demande un travail extrêmement artisanal, extrêmement long, que ne me demande pas l'écriture de l'après-midi. Je te pèse physiquement, enfin... Oui. J'aime beaucoup me réveiller à l'aube, mais si, bon, tu connais mon écriture, tu sais, oui, justement. Ça pèse. Je pensais que ça ne pesait qu'à ceux qui avaient déchiffré. C'est moi qui déchiffre, après ça pèse. En ce moment, ça pèse à la fille de Christophe à qui je dicte 600 ou 700 pages du prochain livre. Ça pèse à tout le monde. Je vous propose qu'on continue à parler, à bavarder autour de